Ça va bien, Montréal? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. C'est fait pour la première fois depuis 2021 et dans une saison normale pour la première fois depuis 2017, le Canadien de Montréal est en série. Bon, au fil d'arrivée, ça a plus eu l'air d'une course dans une poche de patate qu'un sprint aux Olympiques, mais c'est pas grave. C'est pas comment tu t'y rends, c'est de s'y rendre qui compte. Mais comment une équipe passe de 3 saisons consécutives à terminer parmi les 5 pires formations de la Ligue nationale de hockey et un début de saison, 2 premiers mois où tout indique que ça va être la même chose pour une 4e année de suite, alors que le Canadien était encore dans les bas-fonds au mois de novembre, à se qualifier pour les séries éliminatoires la même année? Ben, j'ai identifié 5 éléments de la saison du Canadien qui expliquent comment ils ont réussi à se rendre en séries éliminatoires ce printemps. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Tout juste avant de débuter, 2 choses. La première, savais-tu que ton boy a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés en 2025? C'est le printemps, le Canadien est en série, t'es probablement à la recherche de bon contenu hockey en français sur YouTube. Ben, tu sais quoi faire. Abonne-toi, ça coûte rien, ça prend 0,5 secondes et, ben, tu vas encourager un créateur d'ici. Hein? Quoi de mieux? OK, Canadien en série. Les 5 raisons que j'ai identifiées sont un peu classées en ordre d'importance à mon humble opinion, mais je suis très ouvert au débat, donc n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire quels sont les éléments que vous avez identifiés et aussi, peut-être parmi ceux que moi j'ai identifiés, s'il y en a que vous trouvez qui sont plus importants que d'autres, ben, comme toujours, laissez-moi savoir. Mais le premier élément, c'est l'éclosion de Nick Suzuki comme un centre de franchise dans la Ligue nationale de hockey. Depuis la confrontation des 4 nations, Nick Suzuki s'est imposé comme un des bons joueurs de centre dans cette ligue-là. Il a vraiment mis au repos pour de bon la trame narrative comme quoi il ne pourrait pas être un centre numéro 1 sur une équipe qui a des aspirations à la Coupe Stanley. Entendez-moi bien, est-ce que je pense que Nick Suzuki est parti et que pour les 5 prochaines années, ça va être du 90 points minimum? Ben honnêtement, avec les bons joueurs qui s'amènent, entre autres Ivan Demidov, peut-être, c'est vraiment pas quelque chose qui va me surprendre, mais c'est la façon dont Nick Suzuki a réussi ce qu'il a fait qui m'a particulièrement impressionné. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo complète qui est disponible sur ma chaîne si vous voulez aller la réécouter. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce premier point parce que j'en ai parlé très récemment, mais Nick Suzuki a traîné cette équipe-là. Il n'a pas juste récolté des points et suivi la parade. Il est allé au-devant et il a amené son club avec lui. C'est lui qui a marqué au final le but qui a donné les devants aux Canadiens pour de bon. Ben, en fait, le but vainqueur officiellement est allé à Kaiden Guhle là, parce que les Hurricanes de Caroline ont remarqué un but. Donc, le but vainqueur est allé à Kaiden Guhle, mais celui qui a délivré l'équipe dans le dernier match de la saison et qui a propulsé l'équipe en avant, le capitaine Nick Suzuki, qui termine la saison tout juste à cause du plateau des 90 points à 89. Et je pense vraiment qu'on va voir Nick Suzuki être en mesure de poursuivre ça en série. Peu importe que le Canadien se fasse sortir rapidement par les Capitals, qu'on les pousse à la limite ou, qui sait, qu'à la surprise, on accède au 2e tour. Nick Suzuki a vraiment démontré qu'il est l'homme de la situation. C'est pas juste de récolter des points. J'ai toujours trouvé que l'argument que Nick Suzuki allait être un bon centre dans les 2 sens de la glace était un petit peu surestimé. Pourquoi? Oui, il y a des capacités. Un QI hockey très élevé, c'est ça qui lui permet d'être un bon joueur défensif, entre autres la façon avec laquelle il anticipe les jeux et intercepte des passes. Mais concrètement, quand tu regardais entre autres les statistiques avancées, les possessions de rondelles lorsqu'il était jumelé aux meilleurs trios adverses, c'était pas toujours facile. Je le sais, il n'y a pas beaucoup d'aide ces dernières années avec le Canadien, donc c'était pas mal plus simple pour les équipes adverses de mettre, à titre d'exemple, Barkov sur Suzuki et régler le problème. C'était pas mal aussi simple que ça. Mais en plus des points, quand tu regardes les statistiques avancées, entre autres les fameux 2 matchs où le Canadien a battu 2 fois de suite les Panthers de la Floride en fin de calendrier, OK, les Panthers étaient diminués, dont Alexander Barkov, c'est vrai, point pris. Ceci étant dit, lorsque vous regardez le nombre de tirs, les chiffres, le trio de Nick Suzuki, lorsqu'il était jumelé, entre autres Alexander Barkov, était dominant. Donc pour moi, honnêtement, le dernier point tournant et peut-être le plus important, c'est vraiment que Nick Suzuki s'est affirmé comme capitaine, comme joueur qui va au-devant et comme gars capable non seulement d'être un contributeur
intéressant au sein d'une équipe qui compte sur d'autres bons joueurs, mais celui qui sonne la charge. Pourquoi j'identifie Nick Suzuki en premier et pas les autres moments qui s'en viennent? Ben, c'est parce que toutes les autres choses qui sont arrivées ont permis aux Canadiens petit à petit de devenir meilleurs et meilleurs, mais il y avait tout le temps des contre-coups. Et c'est vraiment finalement lorsque Nick Suzuki est passé de ce qui s'en allait être probablement une autre saison aux alentours de 70-75 points à non, je fais pratiquement 1,5 point par match pour le dernier quart de calendrier et je traîne mon équipe sur mes épaules. C'est ça qui a été finalement, à mon humble avis, le dernier point tournant. Mais il y en a eu d'autres. Entre autres, l'arrivée d'Alexandre Carrier. Je pense que vous l'avez tous identifié. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est le point tournant de la saison. Et honnêtement, j'ai hésité longtemps à le placer numéro 1 ou numéro 2, l'arrivée d'Alexandre Carrier. Ce que ça a fait, c'est que ça a un peu replacé tout le monde. Pas encore parfaitement. Je veux dire, Mike Matheson joue encore beaucoup trop de minutes, au point où certains d'entre vous détestez Mike Matheson, ce qui me fascine toujours. Mais de vraiment avoir trouvé un joueur à droite qui est capable de prendre les minutes qu'Alexandre Carrier prend. C'est pas flashy, c'est pas un défenseur de première paire, non, c'est un très bon défenseur numéro 4, en fait, Alexandre Carrier. Il peut être ce 4e défenseur sur un top 4, donc le 2e de la 2e paire. Et ça a vraiment replacé à peu près tout le monde au bon endroit. C'est sûr que le déclin de David Savard cette saison, qui n'était pas nécessairement prévu par Kent Hughes, c'est ce qui a un peu forcé cette acquisition d'Alexandre Carrier, mais il a osé la faire, cette acquisition-là. Et surtout, il y a 2 choses, moi, que j'ai particulièrement appréciées dans la transaction d'Alexandre Carrier. La première, c'est que ça a marqué le premier moment depuis l'arrivée de Kent Hughes où il a décidé, en saison, de faire une acquisition pour vraiment améliorer son équipe. En fait, même dans l'entre-saison, je pense qu'on peut dire que Patrick Laine était la seule acquisition qu'il avait fait dans le but d'améliorer l'équipe, parce que même si vous regardez Sean Monahan ou peu importe, oui, Sean Monahan, quand il s'était amené à Montréal, avait amené l'équipe. Mais l'objectif premier était d'aller chercher un choix de première ronde pour enlever ce contrat-là des livres des Flames de Calgary. Ça a comme été un bonus que finalement Sean Monahan avait réglé ses problèmes de hanche et était redevenu Shakira et était redevenu un bon joueur de hockey. Donc, dans l'entre-saison 2024, Kent Hughes fait l'acquisition de Patrick Laine à faible coût. Première fois qu'il se dit « OK, là, j'essaie un petit quelque chose pour aider mes joueurs ». L'acquisition d'Alexandre Carrier, première fois en saison, que vraiment il fait « OK, là, j'ai un problème à tel endroit, il faut que j'améliore l'équipe, sans quoi on s'en va nulle part ». Et la deuxième raison pourquoi j'avais bien aimé cette transaction-là, au-delà du jeu en tant que tel, c'est que Kent Hughes s'est rendu compte que Justin Barron n'était pas le joueur qu'il pensait qu'il allait être lorsqu'il l'a acquis de l'Avalanche du Colorado en retour d'Artturi Lehkonen. Il aurait pu continuer, il aurait pu s'acharner et au final, ça aurait pu être, entre guillemets, une transaction perdue. Ça aurait pu être un actif qui perd complètement sa valeur et on aurait dit « Ah, il a vraiment perdu la transaction Lehkonen, c'est dommage ». Et d'avoir échangé Justin Barron pour Alexandre Carrier au bon moment, honnêtement, je comprends encore pas ce que les prédateurs de Nashville voyaient en Justin Barron pour dire « Ouais, nous, on prend encore la chance, mais bon, regarde. Désolé, Barry Trotz. » Bref, le fait que Kent Hughes n'a pas hésité à dire « OK, cette transaction-là, cet actif-là, en qui je voyais quelque chose, ça fonctionne pas. On a une occasion de maximiser le retour. » Et finalement, on a maximisé le retour en temps. Ça a été peut-être un des problèmes de Marc Bergevin. On disait souvent qu'il tombait en amour avec ses joueurs et que peut-être qu'il s'acharnait un petit peu trop à ne pas être en mesure de voir, que ce soit lorsqu'il s'est trompé ou qu'il est temps de passer à autre chose avec un joueur. Kent Hughes, avec cette transaction-là, a du moins démontré qu'il peut le faire. Est-ce qu'il va tout le temps le faire? Je ne sais pas, mais il peut le faire. Donc, numéro 2, l'acquisition d'Alexandre Carrier. Numéro 3, encore une fois, ça aurait pu être numéro 1. Le fait que Lane Hutson est bien meilleur qu'anticipé. Je veux dire, moi, j'étais de ceux qui croyaient beaucoup en Lane Hutson. La preuve, je suis dans un pool dynastie dans lequel on peut repêcher des joueurs dès qu'ils se font repêcher dans la Ligue nationale de hockey, puis on le laisse dans notre équipe ferme le temps qu'ils arrivent pour de vrai. J'ai été chercher Lane Hutson dès qu'il a été repêché par le Canadien en 2022, puis beaucoup de mes amis disaient « C'est qui ce choix de deuxième ronde-là du Canadien? » Je pense qu'il va être pas pire, parce qu'il va être un bon défenseur offensif. Puis bang! Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit bon de même la première année. Personnellement, je lui avais prédit 42 points. C'est enregistré au podcast Le Combo que j'anime avec Gonzo sur la chaîne de Mise au Jeu Plus. Si vous voulez aller écouter Le Combo, disponible tous les vendredis. Shameless plug ici pour un autre de mes projets. Bref, je pense que même le plus optimiste d'entre vous
ne pouvait pas prédire une saison de 66 points comme recrue à Lane Hutson. On se souvient tous, ou si vous vous en souvenez pas, il y a eu cette vidéo, c'était pour la Ligue nationale de hockey, il me semble. J'allais dire pour Bauer, mais je pense que c'était vraiment pour la LNH. Nick Suzuki est allé tourner une vidéo promotionnelle avant la saison dans laquelle il y avait Macklin Celebrini et le Canadien, pour ses propres réseaux sociaux, en avait fait une vidéo behind the scene, dans laquelle on entend Nick Suzuki parler à Macklin Celebrini puis lui poser des questions sur Hudson, hey, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, puis Suzuki dire on n'a pas de joueurs comme ça ici. Nick, des joueurs comme ça, finalement, il n'y en a pas dans toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. Lane Hutson est un game changer et on le voit particulièrement depuis le retour de Caden Goulet. Lorsqu'il est jumelé à un autre bon défenseur à caractère plus défensif, il est encore plus dangereux. Je pense que le fait que Lane Hutson va devenir le meilleur qu'il peut être, je veux dire, quand on regardait les projections, c'est tout le temps ça, hein, un jeune joueur, on se dit, OK, s'il s'accomplit, il va atteindre ça. Certains des meilleurs espoirs, le plancher est très haut, c'est ce qui aide. D'autres, c'est que c'est tout ou rien. Dans le cas de Lane Hutson, finalement, on pensait que le plafond était là, on aurait été très content que le plafond soit là. Finalement, le plafond, il est là, puis tout indique qu'il va l'atteindre d'un point de vue purement offensif. Et en plus, si vous êtes quelqu'un qui regardait vraiment énormément les matchs, vous vous rendez compte que dans sa zone, il n'est pas l'épine dans le pied de l'équipe que certains pensaient qu'il allait être. Donc, le fait que Lane Hutson est carrément une des meilleures recrues dans la Ligue nationale de hockey des 10 dernières années et potentiellement un des bons défenseurs offensifs pour les 10 prochaines dans la Ligue nationale de hockey, mais surtout, parce qu'on parle de cette saison-ci, qu'il l'a été dès l'an 1, c'est un autre des points tournants de la saison du Canadien de Montréal. Définitivement, l'équipe n'est pas où elle est sans que Lane Hutson soit aussi bon qu'il l'a déjà été jusqu'ici. Le quatrième élément, c'est la rédemption des vétérans. Josh Anderson, Christian Dvorak, Brendan Gallagher cette année ont été un métronome pour le Canadien de Montréal. Probablement le trio le plus constant, celui qui apportait de l'échec avant, de l'énergie et une présence rassurante. On a rempli des rôles importants pour Martin Saint-Louis, particulièrement Josh Anderson et Christian Dvorak en désavantage numérique. Et je dis la rédemption parce que chacun, à sa façon, était un mal-aimé. Dans le cas de Brendan Gallagher, on s'entend, c'est strictement le contrat qui fait jaser depuis que Marc Bergevin l'a prolongé il y a quelques années de ça. Je pense pas que personne, si on regarde Brendan Gallagher, le joueur en tant que tel, en écartant l'aspect financier, est jamais devenu un détracteur de Gallagher en tant que tel. Non, c'est vraiment le contrat. La grande majorité d'entre nous, la seconde où ce contrat-là a été signé, on s'est dit « Ouh, ça va mal vieillir, ça! » Et malheureusement, la seconde où le contrat est entré, il semblait déjà mal vieillir. Il semblait déjà mal commencer, en fait. Et regardez cette année. Brendan Gallagher qui réussit à atteindre le plateau des 20 buts. Et soyons honnêtes, d'un point de vue production offensive, c'est pas une saison sensationnelle pour Brendan Gallagher. Avez-vous beaucoup entendu parler du contrat cette année? Non, parce que quand même, on comprend, je pense, en tant qu'amateur et observateur de hockey, que par rapport à ce qu'il peut encore offrir, par rapport à ce que son corps peut encore lui permettre de faire, ce que Brendan Gallagher a fait cette année, c'est sensationnel, tout en continuant d'être Brendan Gallagher, Astérix, le valeureux Lucrier, appelez-le comme vous voulez. Christian Dvorak est le mal-aimé ultime, moi le premier. Depuis l'instant où il est arrivé avec le Canadien de Montréal en 2021, Christian Dvorak n'a pas rempli les attentes. À ce moment-là, c'était avant la reconstruction. On pensait que Christian Dvorak allait s'amener à être un deuxième centre, capable d'apporter près d'une 50aine de points et peut-être être capable de faire un peu moins, mais un centre dans les deux sens de la patinoire à la Philippe Danault. Bref, en tout cas, personnellement, mon opinion à ce moment-là était 4,30 sous pour une pièce. Je m'attendais à ce que Christian Dvorak soit légèrement moins offensif tout en étant légèrement moins bon défensivement que Philippe Danault. Finalement, il est juste moins bon que Philippe Danault. C'est vraiment un troisième centre, Christian Dvorak. Mais encore une fois, avec un contrat qui en était un pour un centre de deuxième trio à ce moment-là, souvent blessé, pas d'attaque, pas de charisme non plus. Christian Dvorak, soyons honnêtes, là, d'un point de vue purement appréciation des spectateurs, ça aide pas. Là. Je sais que ça n'a pas rapport sur la glace là, concrètement en tant que joueur de hockey, mais entendez-moi bien, d'un point de vue strictement à comment on apprécie le joueur, ça aide pas. Et en fin de saison particulièrement, Christian Dvorak a finalement eu un rôle extrêmement important pour le Canadien de Montréal. Au-delà de gagner des mises en jeu,
ce qu'il fait bien depuis qu'il est arrivé à Montréal. Il s'est soudainement mis à contribuer plus offensivement et vraiment, avec Josh Anderson et Brendan Gallagher sur le trio qu'il formait, on voyait son importance et bien sûr, le désavantage numérique. Et finalement, Josh Anderson. Je peux pas parler beaucoup personnellement sur Josh Anderson parce que malgré sa saison moins bonne, pour ne pas dire pas bonne, l'an dernier, j'ai toujours aimé Josh Anderson. Je sais pas, on peut pas empêcher un cœur d'aimer. Qu'est-ce que vous dites? Tu sais, des fois, là, c'est pas rationnel notre affaire. Il y a un joueur, il est là, on l'aime. Moi, j'ai toujours bien aimé Josh Anderson. Donc, je suis pas celui qui est le plus tombé sur la tomate de Josh Anderson ces dernières années, mais effectivement, l'an dernier, c'était difficile. Souvenez-vous, là, le nombre de matchs sans marquer de but, c'était pesant, c'était lourd pour le pauvre gars. Et finalement, cette saison, lui aussi, Martin Saint-Louis lui a trouvé un nouveau rôle et un nouveau rôle qui lui va à merveille. On ne s'attend plus de lui à ce qu'il apporte de l'attaque secondaire. Ce qui était un de ses rôles lorsqu'il s'est amené. On voulait qu'il soit un power forward sur un deuxième trio, probablement un gars qui allait marquer une vingtaine de buts comme il le fait plus tôt dans sa carrière. Là, on lui demande plus ça à Josh Anderson. On lui demande simplement d'amener de l'énergie, de compléter ses mises en échec, de faire son échec avant et maintenant, en plus, de tuer des punitions, ce qu'il fait quand même assez bien. Et tant mieux, maintenant, s'il marque des buts. C'est plus un prérequis. Et, lui aussi, comme Brendan Gallagher, quand on regarde ça, concrètement, sa récolte offensive cette saison, c'est rien de sensationnel. Mais dans ce nouveau rôle qu'on comprend et qu'on accepte, c'est une excellente saison pour Josh Anderson. Donc, le trio des vêtes, c'est le quatrième élément pour moi qui a fait en sorte que cette année, le Canadien de Montréal réussit à rentrer en série. Et le dernier élément, il y en a plusieurs. Je veux dire, je sais que présentement, vous êtes plusieurs à tomber sur la tomate à Patrick Laine. Mais au sein d'une équipe qui a vraiment pas beaucoup de profondeur et particulièrement pas de punch en attaque, dans un des récents lives que je faisais, il y en avait qui disaient faut l'asseoir pour les séries. Pas de Patrick Laine, le Canadien serait peut-être même plus haut. Permettez-moi d'être en désaccord, c'est le contraire. Je comprends que au-delà de son tir sur réception, il n'apporte pas grand-chose présentement à Patrick Laine, mais à des moments clés, il a marqué des buts que personne d'autre sont capables de marquer au sein de cette équipe-là. Bon, à part peut-être qu'au Caulfield, là, et rien ne dit que Caulfield les aurait mis dedans, ces buts-là. Il est important quand même, Patrick Laine. Mais savez-vous quoi? C'est quand même pas ça, pour moi, le cinquième élément. Non. Et là, vous allez peut-être dire que c'est chiant. Je pense pas que c'est chiant quand on regarde concrètement. C'est le renvoi dans la Ligue américaine de Cayden Primo et le rappel de Jakub Dobeš. C'est arrivé à peu près en même temps. Là. Il y a eu cette séquence de retour de Patrick Laine, renvoi de Dobeš dans la Ligue... rappel de Dobeš dans la Ligue nationale de hockey, renvoi de Cayden Primo dans la Ligue américaine, transaction d'Alexandre Carrier. En fait, ces deux-là, ça a été l'inverse. Là. Carrier, ça a été avant Jakub Dobeš. Et ça a été le premier bon moment de la saison du Canadien de Montréal. Quand vous regardez ça, la fiche de Samuel Montembeault, s'il avait eu à jouer les 82 matchs cette saison, le taux de points obtenu lorsqu'il est le gardien partant du Canadien de Montréal, sur 82, ça aurait donné 94 points au Canadien de Montréal, qui a terminé à 91 en passant. Quand tu regardes la fiche de Jakub Dobeš, c'est 93 points que l'équipe aurait obtenu s'il avait disputé les 82 matchs. Au prorata, là, je veux dire, évidemment, c'est pas même ça marche, sinon tu mettrais ton gardien numéro 1 82 matchs puis ça serait réglé. Là, hein? On verrait jamais les réservistes d'Andrei Vasilevski, de Connor Hellebuyck, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'objectif du gardien numéro 2, peu importe qui il est, peu importe combien de matchs il joue, c'est d'essayer de faire en sorte que la fiche de l'équipe ne soit pas trop en dessous de celle du partant et de maintenir une bonne fiche. Cayden Primo, malheureusement, n'a pas été en mesure de faire ça. Ce que Jakub Dobeš a fait lorsqu'il est devant le filet. 2, 3 et 1 la fiche de Cayden Primo cette saison, sous 500. Ça aurait été une cinquantaine de points sur 82 matchs. Et peu importe la façon dont vous regardez les choses, les statistiques traditionnelles comme le taux d'efficacité et la moyenne de buts alloués, ou que vous regardiez comme moi les statistiques un peu plus avancées comme les buts sauvés, Cayden Primo a été à des années-lumière des deux autres gardiens du Canadien cette saison. Et si on n'avait pas procédé à ce rappel et que Cayden Primo ne s'était jamais replacé, le Canadien n'est pas en séries éliminatoires aujourd'hui parce que le Canadien s'est qualifié au match 82 par la peau des dents. Et oui, ce genre de petits détails comme qu'est-ce que ton gardien numéro 2 t'a offert durant la saison, c'est le genre de choses qui fait une différence. À ceux qui disent « on y a pas donné la chance », personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Cayden Primo a eu toutes les chances de se faire valoir dans l'organisation du Canadien de Montréal. Et il va extrêmement bien avec le Rocket de Laval depuis. Bravo à lui. J'espère qu'il se replace et se trouve un endroit dans la Ligue nationale de hockey. Ceci étant dit,
dès sa première présence de la saison dans le match numéro 2, ça a mal été. Il n'a pas été capable de se replacer et pendant ce temps-là, Samuel Montembeault avait un excellent début de saison et la chaîne n'a fait que débarquer à partir de là. Ça a périclité négativement et c'est décevant parce que il avait connu une très bonne fin de saison 2023-2024, Cayden Primo. Ça ne s'est pas poursuivi et Jakub de Bèche, lui, lorsqu'il est arrivé, il a été sensationnel dès le départ. Après ça a été en dents de scie, mais somme toute, dans les moments importants, entre autres ces 2 derniers départs de la saison, il a été excellent. Certains d'entre vous voulaient même le voir dans les 2 derniers matchs de l'année. Bon, c'est avec quoi je suis pas d'accord, mais quand même, il a été excellent. Et si jamais il fallait qu'il arrive quelque chose à Monty, que ce soit que ça aille pas bien dans les matchs 1 et 2 contre les Capitals de Washington ou carrément il se blesse, je veux dire, tu sais que Jakub de Bèche peut, j'allais dire sorti de nulle part, mais pas tant sorti de nulle part, t'offrir une performance qui peut te permettre de gagner, même dans les moments les plus cruciaux. Ce que Cayden Primo, malheureusement, ne t'offrait pas en début de saison. Et donc, avec tout ça, le Canadien de Montréal passe de terminer 3 fois de suite parmi les 5 pires formations de la Ligue nationale de hockey à se qualifier pour les séries éliminatoires. Oui, dans une saison où ça a pris moins de points pour se qualifier dans l'Est, mais ça, que voulez-vous? C'est comme ça que ça fonctionne. En 2019, le Canadien a raté les séries avec 96 points et cette année, il les fait avec 91. Que voulez-vous? On n'est pas dans la Ligue canadienne de football. Les Flames de Calgary s'en viennent pas dans l'Est faire les séries parce qu'ils ont terminé avec plus de points que le Canadien ou les Devils. Et donc, avec tout ça, est-ce que la reconstruction est officiellement terminée? Pas trop vite, ça. Ça va être un sujet pour une autre fois. Voilà les 5 raisons pourquoi je pense que le Canadien s'est qualifié pour les séries cette année. Toi, qu'est-ce que tu identifies comme élément clé? Dans quel ordre classes-tu ces éléments-là? Sinon, si tu es d'accord avec moi, comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je commence à trouver que le Canadien de Montréal ressemble aux Blackhawks de la fin des années 2000? C'est ici. Et sinon, je me suis entretenu avec Marco D'Amico qui nous a expliqué concrètement comment s'est passée l'arrivée plus tôt que prévu d'Ivan Demidov en Amérique du Nord. C'est juste là. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!